Bonjour et merci de nous rejoindre pour un nouveau débat spécial élection municipale et focus ce soir sur la ville d'Orléans dans le Loir. Et c'est une triangulaire qui se présente pour ce second tour entre le maire sortant Olivier Carré, soutenu par La République En Marche, Serge Grouard, les Républicains et ancien maire d'Orléans, et l'écologiste Jean-Philippe Grand. Pour rappel, au soir du premier tour, c'était le 15 mars, Serge Grouard sortait en tête avec pratiquement 36% des suffrages exprimés, devançant de plus de 11 points Olivier Carré et Jean-Philippe Grand à 19%. Entre les deux tours, des négociations, bien sûr, des rapprochements. Nous y reviendrons au cours de cette émission. Messieurs, je vous propose que l'on commence tout de suite par évoquer les conditions dans lesquelles se déroule cette campagne et ce second tour, le choix du 28 juin. Choix judicieux selon vous, ou fallait-il attendre plus tard, voire l'automne ? Écoutez, il fallait continuer les élections. Puis aujourd'hui, le débat, je dirais, il est clos. Il faut passer à autre chose. Il y a l'élection dimanche prochain. Il faut qu'il y ait de la participation, parce que la grande caractéristique quand même du 15 mars, c'est le taux d'abstention qui est inédit dans une élection municipale. Le débat, pour moi, il est clos et on avance. Débat clos également pour vous, messieurs ? Sur la date du 28 juin ? On a commencé cette campagne en septembre 2019. Et donc, après de longs mois de campagne, cette période de crise sanitaire, je pense que les Orléanais, et d'une manière générale, tous ceux qui ont participé à ce débat démocratique ont envie qu'il se termine et qu'on passe à une nouvelle étape. On a besoin d'un changement, il faut le mettre en œuvre. Selon vous, Serge Grouard, est-ce que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui, conditions sanitaires bien sûr, pour que ça se déroule de façon sereine ? Oui, je pense, et de toute façon, toutes les dispositions sont prises pour que le vote se déroule dans des conditions de sécurité absolue, j'allais dire, donc pas de problème de ce côté-là. Alors, pas de grande réunion publique, comme d'habitude, pas de porte-à-porte, l'exercice est difficile. Comment vous vous êtes réinventés tous ? Il a fallu faire des réunions avec des petits nombres de personnes, rencontrer beaucoup plus largement les associations, tous ceux qui souhaitaient pouvoir échanger avec moi, avec les membres de la liste, et puis être dans un échange qui soit, je pense en particulier en centre-ville, dans les quartiers, dans les différents lieux stratégiques. On a mis en place un système de présentoir avec la possibilité de prendre un document si les personnes le souhaitaient. Et donc, c'est le choix que l'on a fait, en tout cas, de pouvoir être présent. C'est une difficulté, ce manque de proximité, quand même. Ça vous a manqué, ça ? La proximité, on l'a eu. On se rencontre assez souvent les uns et les autres sur les marchés pour savoir que la proximité, on l'a tout de même au contact des Orléanais. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des éléments habituels comme la distribution de tracts, etc., sur ces mêmes marchés qui ne se font pas. Il y a d'autres outils qui sont plus classiques et que l'on utilise. Et puis voilà. Puis je pense que il y a aussi les réseaux sociaux. Il y a toute une série d'autres outils aujourd'hui qui permettent aux gens de se faire une opinion. Que vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux, notamment Twitter. On utilise, je crois, tous les réseaux sociaux, mais ce qui compte, c'est la proximité avec les Orléanais. Moi, c'est ce que j'aime, d'être au contact, et le contact, il est rétabli. Il y a eu en tout cas 3 mois donc, entre ces deux tours. Est-ce que, d'après vous, il y a une espèce de primo au pluriel, maires sortants qui ont eu à gérer cette crise ? Ils ont été plus sur le devant de la scène ? Je ne sais pas, je ne le pense pas. Ce n'est pas ce que j'entends dans les rues. Maintenant, on va voir dimanche. C'est vrai que la maire ou candidat, la frontière peut être assez ténue. C'est ce qu'on vous reproche d'ailleurs, Olivier Carré. Non, certains me reprochent. Ouais. Mais on a toujours été attentif à faire en sorte que, par exemple, les documents qui étaient envoyés aux administrés soient signés du maire d'Orléans, mais sans le nommer. Et donc il a fallu effectivement faire preuve d'attention dans la mesure où on était toujours en campagne électorale pendant cette période et qu'en même temps, on était dans l'obligation impérative d'associer les habitants sur ce qui était fait pour eux et pour les impliquer dans toute une série de décisions qui ont été prises pendant l'ensemble de cette période de confinement. On n'allait pas faire tout en catimini ou de façon extrêmement formelle. Donc il y a eu un équilibre qui a été trouvé, qui a souvent été validé sur le plan juridique pour justement ne pas confondre les deux et faire en sorte que ces actions puissent se faire naturellement avec une bonne information quand même du public. Jean-Philippe Grand, par exemple, vous êtes senti en retrait dans cette campagne parce que vous n'aviez pas accès de la même façon ?
Alors, on a eu accès, en tant qu'élus municipaux, on a eu la possibilité d'échanger avec l'équipe municipale en place et de participer. Absolument. C'est ce que j'ai fait de mon côté. Ça a été le choix du collectif que j'ai choisi en appelant à la demande justement du CSCS une cinquantaine d'aînés régulièrement, toutes les semaines, pour prendre des nouvelles, avec un temps relativement limité au départ pour passer des informations et très rapidement pour échanger avec eux, puisque c'était pour un grand nombre d'entre eux un des rares coups de téléphone qu'ils avaient dans la semaine. Alors certains de vos adversaires vous ont reproché d'être trop sur le devant de la scène, de profiter de cette pandémie. Bon, vous, c'est les attaques dont vous avez souffert. Vous, par exemple, Serge Rouart, on vous reproche d'avoir distribué 80 000 masques et d'avoir eu une action donc électoraliste, d'avoir profité de cette pandémie pour faire votre publicité. Comment vous vous défendez de cette accusation ? Depuis le début de ce débat, franchement, je ne pense pas que ce soit ce qui intéresse aujourd'hui oui, mais on en a entendu nos parler, concitoyens orléanais. Tout cela est passé, cela fait déjà quelques temps. Aujourd'hui, nous vivons une crise économique et sociale qui est difficile. On attend de nous que l'on ait des propositions fortes et j'en ai. Nous en avons fait les uns et les autres. Nous attendons d'avoir des objectifs forts, des propositions fortes. Puisque vous voulez reparler de cette affaire de masques, j'ai eu la formidable opportunité, fin mars, en pleine pandémie, en pleine pénurie de masques, d'en obtenir. Je les ai proposés à M. Carré, qui ne les a pas voulu, considérant que les besoins étaient satisfaits, ce qui, de mon point de vue, n'était évidemment pas le cas. Donc je lui ai écrit, nous avons échangé. Voilà, point barre. L'affaire est close. Non, enfin, l'affaire est sans doute pas close, mais de toute façon, je laisse M. Rouart l'expliquer plus tard s'il y a des suites judiciaires à cette affaire. On vous a senti très en retrait de ces querelles, Jean-Philippe Grand. Vous avez voulu ne pas rentrer dans toutes ces attaques ? C'est simplement que, mais ça a été dit parce que ça a été très musclé. Je suis d'ailleurs heureux qu'on bascule dans une nouvelle étape qui est celle, en effet, de se préoccuper de ce que pensent les Orléanais et d'arrêter cette façon assez étonnante. D'habitude, la politique est très feutrée à Orléans. Là, ça a quand même été assez musclé cette année, j'ai trouvé. Le vrai problème de fond, et je pense que c'est une difficulté dans cette période, et je comprends la situation de Serge Rouart qui est compliquée. C'est-à-dire que avoir mis en place cette distribution de masques, après tout, pourquoi pas, mais l'avoir mis en scène est un problème. Et voilà, ce n'est pas la réalité de ce qui s'est passé. Alors, concrètement, il suffit de regarder on verra dans les suites. C'est passé via l'association des maires du Loiret qui a écrit également à M. Carré pour lui donner ces masques dont il n'a pas voulu. Ce qui est entièrement faux. C'est entièrement faux. Mais on va pas rentrer. Il y a les écrits, M. Et je le sais, c'est pour ça que le juge n'aura pas de mal à se prononcer. À partir de là, que faisait-on de ces masques ? On les jetait à la Loire alors que l'on était en pleine pandémie et en pleine pénurie. Donc ils ont été distribués aux professionnels de santé pour l'essentiel. Voilà. Alors, on va parler de politique, on va parler des alliances, c'est ce qui vous intéresse, c'est ce qui intéresse les Orléanais également. Dans l'autre deux tours, le canevas est resté assez figé, à part pour vous, Jean-Philippe Grand, puisque vous avez conclu une alliance avec le PS et le PC, qui ont pesé pour 13% au premier tour. Est-ce que ça vous replace dans la course ? Ce qui est certain, c'est que si on fait un peu d'arithmétique, on arrive en effet à 32%, et donc nous sommes l'alternative possible à Serge Rouart et à la politique qu'il mène depuis 20 ans à Orléans. La seule chose, c'est que c'est ce que l'on fait communément, je pense en particulier à la région Centre-Val-de-Loire, parce que j'y suis également élu, et on pratique de cette manière depuis plusieurs mandats maintenant, ce qui permet d'avoir un curseur qui indique l'orientation de solidarité, d'écologie, ce que l'on souhaite mettre en œuvre. Et donc aujourd'hui, on travaille autour d'un projet et de manière collective, ce projet va être ce qui va vraiment permettre d'engager le changement que l'on désire pour Orléans. Si on pouvait, s'il vous plaît, nous remettre à l'antenne les résultats du premier tour, ça serait intéressant. Olivier Carré, où va se situer, vous, votre réserve de voix ? Est-ce qu'elle va être essentiellement chez les abstentionnistes qui ont été très nombreux au premier tour ? Absolument. Puis de toute façon, je pense que les cartes ont été complètement rebattues. Après tout ce que l'on a vécu, pour des tas de raisons, c'était déjà, on a parlé de l'abstention du premier tour, les cartes ont été rebattues pendant ces 3 mois, et je pense qu'au départ, en tout cas, de cette campagne de second tour, peut-être plus d'ailleurs aujourd'hui, mercredi, 3 jours avant, mais on était à peu près tous dans un mouchoir de poche. À partir de là, il y a la campagne qui se déroule, et je sens une très forte mobilisation relative par rapport à ce que l'on a dit, autour justement de la nécessité de garder le cap, de garder son maire. Donc aujourd'hui, je pense que les cartes sont vraiment rebattues et que l'arithmétique à laquelle faisait allusion Jean-Philippe Grand, en politique,
ne marche pas toujours. C'est ce que j'allais vous dire, justement, vous me tendez la perche. En politique, jamais rien n'est acquis. Est-ce que vous estimez toujours donc en capacité de l'emporter, malgré ces chiffres qui, selon vous, sont effacés aujourd'hui? C'est 11 points de retard. C'était le résultat du 15 mars, il est là, voilà. Mais 3 mois se sont écoulés entre deux. Absolument, et puis des prises de conscience aussi. De la part d'Orléanais. Beaucoup qui ne se sont pas prononcés le 15 mars viennent nous dire, dans ces fameux points de contact que l'on retrouve, qu'ils sont décidés à voter pour moi, ce qui, je pense, assure une très bonne dynamique que je sens aujourd'hui. Serge Gouin. Les cartes sont rebattues, effectivement, mais pas pour les raisons de M. Carré. Les cartes sont rebattues parce qu'il y a eu une fusion à gauche, avec une liste maintenant qui est très à gauche, vous l'avez dit, PS, PC, LV. Voilà. Une liste écologiste, oui. Et puis, une liste que je présente qui est restée telle qu'elle était parce que nous avons pensé qu'il fallait que les choses soient claires et nettes pour les électeurs et pas de petites tambouilles politiciennes, si vous me permettez cette expression, entre les deux tours, et avec néanmoins, pour ce qui me concerne, le soutien que j'apprécie beaucoup de Nathalie Kerrien, qui avait conduit une liste au premier tour et qui a manifesté son soutien total. Vous espérez d'ailleurs récupérer totalement les 6,5% qu'elle a représentés au premier tour? Il faut respecter fondamentalement les électeurs. Ça ne se passe pas de cette manière-là. Parce qu'elle a bien parlé, elle, d'un vote personnel. Mais son soutien est beaucoup... des colistiers de la liste qu'elle présentait le 15 mars nous ont rejoints. Donc c'est important et nous pouvons afficher effectivement un vaste rassemblement d'Orléanais au service des Orléanais parce que c'est ça qui compte. Mais justement, ce rassemblement il est tellement vaste qu'il va même très à droite. Et c'est une des caractéristiques aujourd'hui de mes deux adversaires. C'est-à-dire très à droite. Avec des soutiens d'anciens députés Front National, par exemple. Monsieur Carré, mais non, il ne faut pas renier un jour... Élevez le débat, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Ne vous prêtez pas, je vous sens fébrile. Alors ne vous prêtez pas à ce genre de choses. Je suis absolument calme, mais assez étonné, effectivement, de voir à quel point il y a eu cette dérive droitière de la part de la liste de Serge Gouin. À gauche, il l'a reprécisé, on se retrouve aussi avec des positionnements qui ont changé les programmes de premier tour et qui font qu'il y a une gauchisation très forte de la liste de Jean-Philippe Grand. Et aujourd'hui, je suis le seul à incarner ce qui a toujours existé sur Orléans, c'est-à-dire une ligne modérée, une ligne qui rassemble et qui est absolument nécessaire dans les temps que nous vivons où tout extrême provoque nécessairement des blocages avec tous ceux qui ont l'habitude de travailler. Dérive droitière, qu'est-ce que vous répondez? Ça n'a absolument pas de sens. Les Orléanais me connaissent. J'ai été maire de cette ville pendant 15 ans. Monsieur Carré a été mon premier maire adjoint. Les choses changent. Nous avons une union forte depuis le premier tour entre le centre et la droite. Non, avec l'UDI. L'UDI. Nous avons des UDI aussi sur notre liste. Et nous avons le Parti radical qui est représenté sur notre liste. C'est au plan purement... politique. Alors, M. Carré se sent marginalisé aujourd'hui. Pas du tout. Il a peut-être raison de le ressentir de cette manière-là. M. Grand a fait une fusion à gauche. Je dis qu'aujourd'hui, les choses, au plan purement politique, parce qu'une élection municipale n'est pas une élection politique. C'est une affaire d'homme, souvent. On vote pour un homme, pour une femme. Voilà. Vous avez parfaitement raison de le dire, pour un projet... pour une présence en ville, pour une proximité, pour une politique de proximité, pour toutes ces choses-là. Donc voilà, donc il y a un choix néanmoins au plan politique qui est clair. On dit que vous êtes très à gauche. Si vous me permettez, je termine juste. Il y a une liste, mais Jean-Philippe Grand, c'est tout à fait, respectable. Il n'y a pas de problème là-dessus, qui a fait le choix d'une fusion à gauche. Il y a une liste qui est en marche. Et il y a la liste que je représente d'union, du centre et de la droite. Vous avez mis un coup de barre à gauche, non, je regrette juste, si vous voulez, que dans ces périodes d'élection, si vous voulez, des personnes avec qui Olivier Carré a su travailler, je pense à Dominique Trépé en particulier du Parti communiste, qui ne traitait pas à ce moment-là d'extrême gauche, il a su lui donner une colistière de Baptiste Chapuis, aujourd'hui est envoyé à l'extrême gauche et au péril rouge qui menacerait Orléans. Ça n'est absolument pas le cas, ça n'a jamais été le cas. J'ai sur ma liste
égoïste des personnes qui s'engagent autour d'un projet qui est un projet écologiste, sur lequel on se retrouve tous, y compris Dominique Tripet, y compris Baptiste Chapuis, tous ceux qui ont rejoint cette équipe s'engagent pour Orléans, pour un projet écologiste. Et il se trouve qu'en effet, nous sommes historiquement, les uns et les autres, dans des partis de gauche, mais il y a aussi des personnes qui sont de simples citoyens, qui n'ont pas eu de parcours politique et qui se sont engagés sans se préoccuper de savoir si nous étions de gauche, de droite ou autre. Ils sont tout simplement engagés pour Orléans, comme le font tous les autres. Il n'est pas finançable. Jean-Philippe Gans, ce n'est plus un programme écologiste. Mais bien sûr que si. Quand on voit, par exemple, l'une de vos mesures phares, qui est un minima social, oui, ça on va y revenir. Vous en avez fait une mesure phare. Vous en avez fait une mesure phare, tout simplement, parce que, oui, évidemment que je l'ai dit, parmi plus d'une centaine de propositions, et vous en avez fait une mesure phare pour essayer de marginaliser dans quelque chose qui est en fait de la simple dignité pour les Orléanais, et ça, vous refusez de le voir. Mais pas du tout. J'ai assez travaillé sur le logement social pour savoir que non. C'est pour ça que depuis 10 ans, on est à un taux supérieur à 20% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et que vous n'avez rien fait pour le faire baisser. Eh bien, moi, je le ferai baisser, je protégerai tous les Orléanais, je m'occuperai de tous les Orléanais. Donc, le revenu minimal social, c'est ça ce que vous qualifiez de coup de barre à gauche et de choses infaisables. Mais ça ne peut pas être, ça peut être financé. Mais ça absorbe toutes les capacités financières. C'est-à-dire que les autres projets ne peuvent pas être faits. Donc à partir de là, dont acte. Mais à ce moment-là, il faut réarbitrer l'ensemble de son programme. Et quand on fait justement une fusion, on n'additionne pas les éléments de programme parce qu'à un moment donné, c'est plus possible. On doit faire des choix. J'observe qu'il y a eu des additions qui rendent ces propositions irréalisables. J'ai fait un choix. J'ai fait un choix qui est celui qui a été par Grande Sainte, qui a été fait par Damien Carême, qui est un maire écologiste. Et c'est un écologiste qui a porté ce projet-là, qui a mis en place il y a plus d'un an maintenant. Orléans, c'est pas une ville de 20 000 habitants. Eh bien, c'est une ville qui a 5 fois plus d'habitants. C'est une capitale régionale aussi. Eh bien, il n'y a aucune raison pour que les moyens de notre budget peuvent tout à fait couvrir cette mesure. Et c'est la preuve, vous l'aurez en image sur notre site en regardant, justement, Damien Carême a fait un petit message pour expliquer justement comment ça se passe là-bas. Et ça fonctionne très bien. Et c'est encore une fois une mesure qui empêche les personnes de passer sous ce seuil de pauvreté et qui permet donc d'éviter de dépenser ensuite des sommes beaucoup plus importantes quand il va falloir les récupérer, quand ils sont dans la rue. Et c'est ça que l'on fait, nous. On empêche les gens de partir dans la rue. Vous portez ce projet, vos adversaires pensent que ce n'est pas réalisable. Bon, on verra, si vous êtes élu, on verra si vous le mettez en œuvre ou pas. Je rebondis sur une chose intéressante. Vous disiez, Orléans, c'est pas 20 000 habitants, c'est une capitale régionale, c'est une métropole. Et le vote de dimanche, justement, aura une influence directe sur la présidence de la métropole. J'ai envie de vous demander, faut-il, selon vous, que le maire d'Orléans soit également le président de la métropole? Oui, non, pourquoi? Olivier Carré, pour vous, c'est oui. Écoutez, j'ai cette expérience depuis maintenant 3 ans où j'ai pu voir quelle était l'efficacité d'être à la fois maire de la ville-centre et en même temps président de la métropole. Avec mes collègues maires des autres villes, on a établi un dialogue qui a permis de débloquer toute une série de dossiers. Je vois des questions, on va aborder sans doute les questions du développement économique. Oui, bien sûr. Elles sont toutes exercées par la métropole. C'est une compétence de la métropole. Et donc, absolument. Et il y en a beaucoup comme ça. Ce n'est pas très connu de la part de nos concitoyens, et je le regrette, mais à peu près les 2/3 des actions qui concernent un Orléanais au quotidien sont aujourd'hui exercées par la métropole. Donc, on gagne en synergie, on gagne en mutualisation, il y a une source d'efficacité. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, à l'époque, toute la majorité municipale était en accord sur cette évolution. Serge Rouard, est-ce que le maire d'Orléans doit être également le patron de la métropole? Je réponds très clairement non. En tout cas, je l'ai dit, si je suis élu dimanche soir, je ne cumulerai pas ces deux fonctions. Parce que le cumul nous enseigne effectivement dans ces 3 ans qu'il y a un exercice solitaire du pouvoir et que moi je veux un exercice solidaire du pouvoir. Et donc un partage des tâches pour qu'il y ait un équilibre et qu'il y ait une répartition des tâches. Et puis j'ajoute qu'au quotidien, vous savez, ces fonctions sont très lourdes. Et si on les partage, c'est mieux parce qu'on les fait mieux pour chacune d'entre elles. Jean-Philippe Grand, si vous êtes élu dimanche soir, vous serez patron également de la métropole? Non, mais c'est bien tout le problème aujourd'hui. C'est quand on veut en effet diriger seul et prendre toutes les décisions seul, qui pour moi est le vieux modèle dans lequel s'inscrit Olivier Carré, on dit qu'en effet il faut être maire et président. Moi je pense qu'au contraire, il faut avoir une personne en qui on a toute confiance, avec qui on peut travailler parce qu'on le fait déjà depuis plusieurs mois. En l'occurrence, c'est Valérie Corre qui sera notre candidate pour être présidente de la métropole. Je suis d'ailleurs du coup le seul des 3 candidats à annoncer clairement
clairement que je serai maire d'Orléans, et uniquement maire parce que c'est un travail à temps plein, et qu'il y aura une présidente à la métropole, donc Valérie Corre. Au moins, ça a l'avantage d'être très clair. Je ne comprends pas quand même, Jean-Philippe Grand, parce que il faut dire aux personnes qui nous font l'amitié de nous écouter que ce sont les élus de la métropole qui vont voter pour le président de la métropole. Donc, M. Grand considère que l'élection est déjà faite. S'il est élu, eh bien, il impose une personne à la métropole. Moi, je dis non. C'est aux élus de la métropole d'en décider, de choisir. Mais arrêtez de m'interrompre toutes les 2 minutes, Monsieur Carré, s'il vous plaît. C'est aux élus de la métropole d'en décider, de choisir. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faudra qu'il y ait une large concertation à l'issue des municipales, avec l'ensemble des élus métropolitains, pour que l'on puisse converger, pour que l'on puisse, je l'espère, je ferai tout pour avoir un consensus et pour élire celle ou celui qui permettra de réunir ce consensus. Voilà. Et pourquoi je dis cela ? C'est très important. Parce que, je le répète, nous sommes dans une crise économique et sociale. Nous y arrivons. Il n'y a pas de temps à perdre à des petits conciliabules de couloirs. Il faut que l'on puisse se mettre au boulot très vite. Alors justement, messieurs, on a eu les thèmes de campagne. J'arrive tout de suite à la crise économique. On a eu un petit avant-goût tout à l'heure avec votre revenu minimum social. On va passer à vos thèmes de campagne. Première des urgences, eh bien, vous l'expliquez, c'est cette crise économique. Commençons donc par une première idée. Comment la relancer, cette économie locale ? Parce que là, vous n'êtes pas forcément d'accord sur les moyens à mettre en œuvre. Et puis surtout, comment financez-vous vos projets ? Je vous en prie. Donc, je voulais juste dire que c'était contradictoire, pas de conciliabule, mais par contre, on prend beaucoup de temps pour discuter qui est-ce qui va être le président. Si, c'est ce qui a été dit. Et c'est comme ça d'ailleurs que ça se ferait, mais c'est pas comme ça que ça va se faire. Relançons l'économie. Les élus sont parfaitement respectés. Je pense avoir une certaine quasi-unanimité des maires. L'économie. Comment faites-vous pour relancer l'économie ? Il y a 3 points. D'abord, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour l'économie pendant cette crise. Il y a une cellule qui travaille en permanence avec l'ensemble des entreprises pour voir justement comment ça se passe chez elles à l'échelle justement de l'ensemble du territoire et qui a aidé pour les aides, etc. Pour tout ce qui est le commerce, on a fait déjà beaucoup. On a exonéré des droits de terrasse, exonéré des droits de publicité. On a fait tout ce qu'il fallait pour les aider avec des coachs, notamment à l'intérieur du centre-ville. On va continuer dans cette voie-là. Il est impératif aussi de rendre encore plus attractif le centre-ville. On avait d'excellents résultats avant la crise. Ils doivent être absolument maintenus. On a un effort à faire aussi sur le tourisme. Beaucoup de professionnels du tourisme, les cafés, les restaurants, tous ces professionnels sont en difficulté. Et donc, du fait des mesures qui doivent être prises. Il faut absolument qu'on profite du fait que Orléans est une destination française avec beaucoup de qualité pour attirer les personnes, les Français notamment, et nos plus proches voisins, qui cherchent des destinations de vacances. Et il y a tout un programme de promotion qui doit être engagé pour que des touristes viennent sur Orléans et que nos professionnels puissent leur répondre. Ils sont là aussi aidés individuellement pour mettre en place les mesures sanitaires jusqu'à 1 500 €. Enfin, on voit justement grâce à cette veille que beaucoup de secteurs ont plutôt du mal à repartir au niveau national, et là, c'est l'État qui s'en occupe. Et nous, sur le plan local, on a des inquiétudes sur 2021-2022, notamment sur les secteurs du bâtiment, qui sont de très gros employeurs. Et il faut impérativement se battre pour l'emploi. Et là, il y a des mesures d'investissement qui doivent être mises en place, notamment par la métropole, qui allient à la fois une meilleure lutte contre le réchauffement climatique et surtout qui donne du boulot. Il faut donner de l'activité. Ça va dans le bon sens, ça, à peu près ? Il y a surtout 4 axes en fait, principaux. Il y a celui de la commande publique. Quand on parle de rénovation thermique, il faut bien évidemment qu'en priorité, ce soit les bâtiments municipaux, que ce soit nos gymnases, nos écoles, qui soient rénovés de manière thermique. Et pas uniquement pour le confort d'hiver, comme ça a été fait dans les 20 dernières années, mais bien aussi pour le confort d'été. On peut le voir en ce moment. Et puis, il y a la relocalisation. On sait bien aujourd'hui, la relocalisation. D'accord. La relocalisation, c'est par exemple, pour ce qui est du Doliprane, on entend parler depuis quelques jours, il y a un projet du gouvernement avec Sanofi pour recommencer et de nouveau produire en fait le Doliprane en France, qui aujourd'hui est produit en Asie, y compris pour le principe actif d'ailleurs. Eh bien, il faut que la métropole soit candidate. On a l'avantage d'avoir une industrie pharmaceutique forte
non seulement dans notre région, mais également au niveau de la métropole. Il faut qu'on soit candidat pour faire cette production et relocaliser ces productions. Parce que les métiers que l'on perd en ce moment et qu'on s'attend à perdre dans les mois, les années qui viennent, ne reviendront pas sur le même modèle. Il y a un nouveau modèle économique. Principe de candidature pour avoir une relocalisation de certaines productions et des sièges sociaux, notamment, qui viennent sur ce territoire. Serge Grouard, ça vous paraît de bons axes, ce qu'on vient d'entendre ? Moi, j'ai une obsession. C'est d'éviter. Vous savez que c'est pas bon, les obsessions. Si, celle-là, je vous le garantis, d'éviter que nos compatriotes orléanais ne tombent dans le chômage et dans la précarité. Pour cela, j'ai proposé un plan d'urgence à mettre en œuvre dès le lendemain de l'élection en 12 points, avec 12 mesures fortes, équilibrées, avec le volet économique et le volet social. Comment je vous en donne quelques exemples. Je vous en prie. Je vous en donne quelques exemples. On abondera pour les professionnels touchés qui ont subi une perte de chiffre d'affaires de plus de 50%, on abondera l'aide de l'État à hauteur de 2 fois 1 000 € pour juillet et pour le mois d'août. Deuxième élément, pour les restaurants et les bars, on supprimera les droits de terrasse, notamment pour 2020, mais également pour 2021, pour lisser l'effet crise. Donc une année de plus que ce que M. Carré propose. Mais bien sûr, parce que les 9 mois, je me permets, je ne les ai pas interrompus, je me permets de continuer parce qu'on est au cœur des problèmes. Nous allons créer une cellule de soutien pour prendre en compte les besoins de chaque professionnel au cas par cas et répondre dans l'urgence en étant très réactif à ses besoins pour d'éviter qu'il n'arrive au tribunal de commerce avec une faillite parce que là, ça sera trop tard. Je voudrais venir sur un autre point dont on ne parle jamais. Ce sont les professionnels de la culture qui ont beaucoup souffert de cette crise. Là aussi, j'ai décliné un certain nombre de mesures très concrètes de soutien par la commande publique, de gratuité sur des lieux d'exposition, des lieux de concert, de contrats signés notamment avec les intermittents du spectacle pour l'animation de la ville. Bref, un certain nombre de mesures qui sont très fortes. Et puis, il y a le volet social. Donc, d'abonder les crédits du Centre communal d'action sociale à hauteur de ce qu'il sera nécessaire de faire, vous m'avez bien entendu, pour que personne ne tombe sur le bas-côté du chemin. Les plus fragiles, comment vous leur venez en aide? Comment 500 000 € sont fléchés le CCAS, sur le CCAS. Et je pourrais ajouter le soutien aux associations caritatives et sur le domaine de l'emploi qui est essentiel, de favoriser, d'aider toutes les manifestations liées à l'emploi qui permettent de mettre en relation des demandeurs d'emploi avec des entreprises. En ce qui concerne les plus fragiles, j'imagine, tout le monde est sur la même longueur d'onde, hein, vous êtes d'accord avec ça? Il faut venir, quoi que ça coûte, il faut venir en aide aux plus fragiles. Mais oui, c'est pour cela que je n'ai pas de doute que l'essentiel de ces mesures qui sont prises à la métropole pourront justement l'être avec le consensus qui a toujours présidé entre des maires de gauche, des maires de droite, et qui font que quand on se réunit pour le territoire, j'ai réussi à les embarquer pendant des années, et là je suis sûr que l'on pourra justement mettre en œuvre toute une série de ces mesures. J'ajoute une autre mesure que j'ai omis de préciser. L'État propose un dispositif qui va permettre de faire des économies sur les cotisations foncières d'entreprises pour un certain nombre de catégories d'entreprises. Eh bien, nous irons dans ce dispositif, ce qui va permettre aux entreprises d'avoir M. Carré, c'est sur mon programme. Nous avions eu un débat à la République du Centre où j'avais effectivement annoncé cette mesure, donc je suis heureux de voir qu'il y souscrit. C'était déjà sur un programme imprimé largement avant, simplement j'avais oublié de le signaler. Et à la différence de ce que vous avez dit, M. Grouard, ce n'est pas la totalité de la CFE, c'est les 2/3. Qu'est-ce que c'est la CFE? C'est la cotisation foncière des entreprises. D'accord. Et c'est sur notre document de campagne imprimé largement avant ces débats. Un mot de Jean-Philippe Grand sur le social, hein, je reviens à ça, pour aider les plus fragiles. Ces propositions qu'on vient d'entendre vont dans le bon sens, j'imagine que vous les partagez. Vous en avez d'autres idées, d'autres pistes à explorer? Je vais surtout faire le lien entre le social et l'économique, avec en particulier l'économie sociale et solidaire. On a la chance d'avoir dans notre métropole la CRES, qui est qui est chargée du développement de l'économie sociale et solidaire au niveau régional. Et il faut impérativement, je le disais tout à l'heure, il faut changer de modèle. Changer de modèle économique, c'est créer des emplois qui soient locaux et non délocalisables. Et c'est typiquement le type d'activité qui se développe au sein de l'ESS. Et donc c'est un point important pour nous. Il faut qu'on change encore une fois ce modèle qui est celui qui nous a amené dans le mur, qui nous a amené à cette crise aujourd'hui, qui doit nous permettre
nous rendre compte donc, que nous sommes dépendants, trop dépendants de paradigme. Et il faut exactement changer. Mais on va parce que c'est intéressant ce que dit Jean-Philippe Grand là-dessus. On est d'accord là-dessus, sauf que il ne prend pas en compte le problème de l'urgence. Ce qu'il définit là, ce sont des actions qui doivent être menées dans la durée. Et on peut se rejoindre là-dessus. Moi, j'ai développé des larges volets sur l'isolation thermique, sur le développement d'une entreprise de production d'énergie propre sur Orléans, bref. Non, mais on est d'accord pour dire que... ça, c'est pas dans les mois qui viennent et dans les semaines qui viennent. Ce que les plus fragiles attendent, ce sont des moyens tout de suite, maintenant. C'est tout de suite. Et de l'emploi. Si je puis me permettre. Oui. C'est de l'emploi. C'est pas dans 6 mois. C'est dans 6 mois aussi, mais c'est tout de suite. Pour leurs gosses aussi. Parce qu'il y a tous les problèmes de l'alternance, les problèmes d'apprentissage, parce que les entreprises en ce moment, manquant de visibilité, ont bloqué pour beaucoup d'entre elles les contrats d'apprentissage et les contrats d'alternance. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé, mais ce n'est pas dans le programme, c'est le maire qui l'a fait, de demander, et le président de la métropole, de demander d'ouvrir 120 contrats rapidement, de façon à ce que nos métiers à l'intérieur de la collectivité soient ouverts, notamment à ces jeunes, parce que sinon, on se retrouve avec des impasses à la rentrée. Monsieur donc, Carrier, mais ça a été fait il y a déjà un certain temps. La politique du coucou, si vous me permettez, d'aller nicher. Ça a déjà été dit, c'est même dit sur des fils auxquels... ça va. Je pourrais vous dire exactement l'inverse. Je pourrais vous dire exactement l'inverse. Je le dis en Je pourrais vous dire exactement l'inverse, monsieur Groix. Proposé dans le débat à la République. Vous savez quoi? Il nous reste... Mais ça a été fait largement avant. Mais ça a été fait largement avant. Messieurs, ça a été fait largement avant. On ne va pas savoir qui l'a proposé en premier ou en dernier. Il nous reste à peu près 9 minutes 30 de débat. J'aimerais qu'on parle d'un sujet extrêmement important que vous avez tous dans vos programmes. Il s'agit de la transition écologique. À tout seigneur, tout honneur. D'ailleurs, est-ce que c'est toujours le dada des Verts, ça, la transition écologique? Est-ce que c'est toujours le sujet? Est-ce que ce sont toujours les Verts qui ont le monopole de l'écologie? Ça l'est d'autant plus que ça fait plus de 20 ans que je défends ce modèle de transition écologique et qu'on voit l'urgence. Votre vision pour Orléans, c'est quoi? Et pour Orléans, on est aujourd'hui au moment le plus important, puisque c'est celui où on explique que dans les 10 années à venir, il faut réorienter justement et engager cette transition écologique où il sera trop tard. Et donc aujourd'hui, s'engager justement dans cette rénovation thermique de masse, dans la production d'énergie renouvelable, dans tout ce qui est ce lien qui se fait justement avec le social, parce que on va produire localement, produire notre alimentation localement, convertir au bio les agriculteurs en leur disant qu'on a besoin de pouvoir fabriquer et confectionner 1 200 000 repas pour nos écoles, et que donc ça va être un effet de levier. Et ce sont les déplacements également, des déplacements doux. Bien évidemment. Et quand j'entends à l'instant, quand on m'explique que je n'aurais pas pris mesure de l'urgence, c'est exactement l'inverse. C'est justement parce qu'il y a une urgence climatique qu'il faut engager toutes ces mesures. Certaines s'étageront sur une dizaine d'années. La rénovation thermique, ça ne va pas se faire comme ça en 6 mois. Mais pour ce qui est des mobilités, on peut prendre des décisions tout de suite, et en particulier sur ce maillage nécessaire des pistes cyclables, cette traversée en sécurité de la Loire, qui va nous permettre de faire comprendre aux Orléanais que plutôt que de prendre leur voiture, il vaut mieux qu'ils prennent les transports en commun, qu'ils prennent leur vélo, qu'ils aillent même qu'ils puissent marcher, tout simplement parce que c'est ce qui va permettre de faire baisser la pollution dans notre métropole. Et donc c'est ça les enjeux. Et c'est des enjeux qui se font par des mesures d'urgence, tout de suite, et puis des mesures qui sont sur du plus long terme. Serge Rouard, l'écologie, à vos yeux, c'est quoi ici à Orléans? Prioritaire, 4 volets. Premièrement, de l'isolation thermique, parce que la bonne énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc là, une première tranche pour 10 000 foyers avec une aide financière et un montant de 25 millions d'euros. Tout cela est chiffré, prêt à l'usage, si je puis dire. Deuxième chose, nous allons, et c'est révolutionnaire, produire à Orléans notre énergie et de l'énergie propre. Parce que la consommation d'énergie augmente. Par quels moyens? On va créer une société qui s'appellera Orléans Énergie. Nous allons créer des fermes solaires sur des friches industrielles notamment. Et nous allons nous raccorder au réseau existant. Une première tranche de l'ordre de 10 000 foyers également. 40 mégawatts, 25 millions d'euros. C'est clair, précis, net, chiffré. Troisième chose, les transports. Parce que c'est également une source de pollution. Nous allons, j'allais dire, changer de dimension. Changer de dimension avec un réseau qui va être complètement développé,
avec plus de fréquences, plus de lignes, la desserte, par exemple, des zones d'activité qui sont mal desservies aujourd'hui, et l'étude, parce qu'il faut préparer l'avenir, d'une 3e ligne de tram. Pas dans ce mandat, soyons clairs, mais pour que nos successeurs aient tous les éléments pour en décider. 4e point, je veux que l'on aille vers une ville jardin, dédensifiée, avec des poumons verts, que ce soit sur le terrain des Groux, qui est toujours en attente, et cela fait des décennies que cela dure. Ça a commencé. Sur le Sanitas, sur le quartier Madeleine, un grand parc sur le Sanitas, sur le sud d'Orléans également. Voilà, une ville jardin. Vous dites ça a commencé sur les Groux ? Oui, par l'arboretum que j'ai fait planter et qui doit continuer à se développer et couvrir plusieurs hectares à l'intérieur du parc des Groux. Et puis la nécessité de toujours revoir en permanence la copie en concertation avec les habitants, parce que ces projets-là, ils s'étalent sur des décennies et donc il faut les faire vivre. La végétalisation de la métropole, vous êtes dans ce sens-là également ? Elle est déjà densifiée dans les dernières années avec des projets de bétonisation. Il n'y a rien eu de plus ou de moins qu'à l'époque où vous étiez maire, à l'époque où j'ai suivi. Pourquoi venez-vous d'annoncer... Merci de ne pas m'interrompre. Pour une fois, n'est pas coutume. Pourquoi avez-vous annoncé que vous renonciez à l'opération du Sanitas, si ce n'est pas une opération de bétonisation ? Maintenant, parce qu'il faut garder les arbres. Et donc, à partir de là, tout ce qui est fait aujourd'hui sur la politique publique qui est conduite, notamment sur la ville d'Orléans, a ce fil vert. Que ce soit dans les transports, ça a été évoqué, mais pas forcément avec des solutions du XXe siècle ou du début du siècle, avec des transports lourds, avec des choses qui soient beaucoup plus agiles, qui sont beaucoup plus modernes. 3e ligne de tram, vous êtes pas du pour. tout d'accord. Que l'on mette des TCSP, oui, c'est-à-dire des transports en site propre, c'est-à-dire des voies dans lesquelles il n'y a que des transports en commun, mais qui sont plutôt des navettes électriques que des trams qui sont extrêmement lourds. Donc ça, c'est intéressant pour vous. Le 3e ligne de tram, et pour vous, c'est nécessaire. Parce que le tramway est quelque chose de plus moderne. Mais parce que le tramway est une réussite. Et de beaucoup plus dépendant de ce qu'aujourd'hui les technologies proposent. Et donc les solutions qui continuent d'être là, il faut le rentabiliser, ce tram. C'est plusieurs centaines de millions, les 2 lignes. Donc sans avoir fait beaucoup bouger la part modale, c'est-à-dire la part des déplacements en transport en commun à l'intérieur de notre agglomération, de notre métropole. Donc c'est tous ces éléments-là qui sont là. Et puis le vélo. Le vélo, sur lequel on est tous à peu près d'accord, mais qui, aujourd'hui, doit prendre une place beaucoup plus importante dans la ville. J'ai déjà fait un premier pas avec la voie unique du pont Georges V, la pénétration à l'intérieur d'Orléans. Ça doit continuer, ça se fait sur les mailles, mais ça doit se faire à l'échelle de l'ensemble de l'agglomération, et on est très résolu à mettre en place le plan que j'ai fait voter il y a maintenant 1 an sur l'ensemble de la métropole. J'aimerais avoir votre avis, Jean-Philippe Grand, sur le tram 3e ligne. C'est valable, selon vous, ou pas du tout ? Toujours étonnant que celui qui s'est battu contre la première ligne de tram, qui a tout fait pour que la 2e ne se fasse pas en allant faire des études, en faisant des études, moi qui l'ai porté, la 2e. En faisant des études pour faire un tram sur pneus. Si on reprend des millions d'argent public qui ont été dépensés à l'époque. Souvenez-vous. On va retrouver les archives, ne vous inquiétez pas. Si aujourd'hui il vient nous proposer une 3e de tram, écoutez, moi je trouve ça absolument formidable. Ça veut dire quand même qu'il a pris conscience de l'importance des déplacements et en particulier des transports en commun. Ceci dit, il ne dit pas où, il ne dit pas comment, il ne dit pas que ça va coûter 400 millions d'euros, et au moins, au bas mot. Et donc ça veut dire que tout ça mis bout à bout est totalement irresponsable. Donc voilà, aujourd'hui, on doit en effet développer le transport à la demande, on doit développer les déplacements doux, et puis on doit développer des lignes de transport en commun en site propre, ce qui est en effet beaucoup moins coûteux et qui rend les mêmes services. Et tout cela avec la gratuité des transports que vous proposez avec un coût de 20 millions d'euros par an. Je me demande qui... 21e siècle. Allez, il nous reste juste 2 minutes. Je vais vous poser une dernière question. Soyez très brefs, s'il vous plaît, messieurs. Cette pandémie et ces 3 mois de parenthèse malheureuse, qu'est-ce que ça a changé dans votre vision politique, M. Grouard ? La fragilité de notre société, mais ça on l'avait déjà vu avant. Le risque que ça se tende de plus en plus, c'est ma crainte. Je pense que notre société, elle a besoin d'apaisement, elle a besoin de retrouver des consensus, elle a besoin de retrouver des valeurs fortes, elle a besoin de réunir plutôt que de diviser. Jean-Philippe Grand ?
La grande fragilité, en effet, du modèle économique dans lequel nous sommes aujourd'hui, et donc la nécessité de changer ce modèle. C'est ce que, encore une fois, je porte et que les écologistes portent depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Il est temps de mettre en place ce changement et puis d'avoir un maire qui protège tous les Orléanais et un premier maire écologiste. Olivier Carré, vous, en tant que maire de cette ville d'Orléans, patron de la métropole, et avec votre carrière politique également, celle que vous avez tous, qu'est-ce que ça a changé dans votre sociologie politique ? Simplement, je prendrai un peu le contre-pied de ce qu'on dit. Très rapidement, les adversaires, c'est la solidité, moi, qui m'a frappé. C'est-à-dire que par rapport à un choc mondial, la France a résisté, Orléans a très bien résisté. Ça, c'est le premier élément. Parce qu'il y a eu ces éléments de solidarité et parce que très vite, on a vu les gens qui pouvaient se rassembler à partir du moment où ils avaient un cap. Eh bien, ce qui me semble essentiel aujourd'hui, où les gens parfois perdent des points de repère, c'est de garder le cap et de faire en sorte qu'ils sachent là où on veut les conduire. C'est ce que je propose. Nous arrivons au terme de ce débat. Merci infiniment, messieurs, d'y avoir participé. Je vous retrouve demain à partir de 18h pour une nouvelle émission spéciale municipale 2020. Focus sur la ville de Châteaudun en Eure-et-Loire.